Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense bonheur de recevoir Clélia Renucci. Bonsoir Clélia. Bonsoir Nathalie, merci de me recevoir. Alors je vous reçois pour ce fabuleux, merveilleux, génialissime livre. Alors je suis dithyrambique parce que moi j'aime votre écriture et je suis très heureuse de vous recevoir pour Le Pavillon des oiseaux qui est sorti hier au livre de poche. Donc il est sur toutes les librairies, sur les tables de librairie, vous le verrez avec une magnifique couverture. Je vais peut-être la montrer en grande tout de suite pour qu'on la voit tellement elle est belle. La voilà. J'espère que vous la voyez tous. Donc, avant qu'on commence à discuter, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent, qui peuvent vous poser des questions ils sont habitués. Donc, je récupérerai les questions, puis je vous les poserai en deuxième partie d'émission. Alors, vous n'allez pas déroger à la règle, Clélia. Vous allez me pitcher votre livre en 1 minute. Allez, c'est à vous. En 1 minute. Ah, bravo, merci Nathalie. Ce livre, c'est l'histoire de Clélia. On s'appelle pareil. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, parce que ça m'a amusé de tomber sur elle dans la Villa Médicis à Rome. Ça se passe au XVIe siècle. Clélia, c'est la fille d'un cardinal. C'est la petite fille d'un pape. À l'époque, les mœurs étaient plus légères. Et elle est prise en étau entre trois hommes de sa vie. Son mari, son père et son amant. Sauf que c'est une femme puissante et que c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter son histoire, parce que c'est pas juste la fille d'eux ou la femme d'eux, vous allez la découvrir. C'est vraiment euh, à la fois, elle aime l'art, elle aime la vie, elle est joyeuse et, euh, et s'il y a une personne qui la comprend le mieux finalement, c'est son mari. Et j'ai raconté sa vie du début à la fin, sans faire d'histoire. Et vous allez voir, enfin, moi, elle m'a émue. Moi aussi. Moi, je la Cette femme connaissais de pas bien. Rome. Cette Donc, femme grâce à romaine. vous, je la connais mieux. Moi, je la connaissais que de nom, donc là, j'ai découverte. Mais c'est étonnant quand même que, ayant le même prénom, un prénom qui est lourd, qui a une histoire hein, quand même, que vous C'est en lourd. fait votre premier roman. C'est le troisième où on arrive à Clélia. Comment se Oui, fait-il ça? C'est parce que vous avez découvert le lieu après? On vous en vrai, oui. Vos parents vous ont pas dit pourquoi ils vous avez appelé Clélia? Vous n'êtes jamais posé la question? Ils m'ont appelé Clélia parce qu'ils aiment bien Stendhal. Et que Clélia, c'est une héroïne de Stendhal dans la Chartreuse de Parme. Ouais. Et donc, quand je suis allée à Rome et que j'ai visité Rome et donc la Villa Médicis, parce que ça y est, ça venait d'ouvrir au public. En fait, on n'est pas, ça fait une dizaine d'années seulement qu'on peut aller visiter la Villa Médicis. Et en y allant, j'ai découvert ce pavillon des oiseaux qu'à l'époque, ils appelaient encore pavillon de Clélia Farnèse. Et c'est vraiment un coup de chance parce qu'aujourd'hui, ils l'appellent plus comme ça. Donc, je suis tombée, enfin, c'est comme si ça devait tomber sur moi. Je suis tombée sur c'est vrai, c'est très étrange sur ce petit pavillon, c'est joli, c'est comme dans la couverture en fait, ils ont pris un Ah ouais. détail. Donc c'est recouvert de fresques, c'est absolument magnifique. Ça domine Rome, dans la villa, au fond du jardin. Et je vois ce cartel qui dit pavillon de Clélia Farnèse. Et ma première pensée, c'était de me dire, mais est-ce que c'est l'héroïne de Stendhal? Est-ce que c'est le modèle de Stendhal dans la Chartreuse de Parme? Puis après quelques brèves recherches, je vois que pas du tout. Et je me dis, mais ça va être mon héroïne alors. Et en fait, c'est la deuxième fois que ça arrive comme ça, les idées de roman. C'est amusant comme ça arrive un roman. Et il y a bien la petite porte pour descendre directement dans Rome, au fond Tout du... à fait. Il y a la Ouais, petite porte dérobée. Non, c'est c'est là génial. qu'il recevait ses amis. Ouais, L'ami c'est dingue. Médicis. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'on connaît les Farnèse, on connaît les Médicis, Oui. mais après, on n'a pas le... Nous, on est un peu inculte là-dessus. Mais là, on a découvert, donc, il va être question donc, de Renaissance, hein, parce que c'est quand même bien présent, Ouais. l'art. Ouais. On va voir que l'art, finalement, ça peut être une arme aussi. C'est pas que un loisir, qu'un art. Voilà. Non, Il ouais. va y avoir des complots, il va y avoir des mensonges, il va y avoir de l'amour, il va y avoir des tromperies, il va y avoir plein de choses. Il y a un destin tragique aussi, j'ai envie de dire. La Ah, condition féminine, la vengeance, mais la liberté. Parce que finalement, Clélia, ce qui se transpire, c'est que c'est une femme libre. mais merci de le remarquer, mais en effet, absolument, elle a pourtant un destin assez classique de ces femmes de la noblesse de la Renaissance. Elle est fiancée à l'âge de 7 ans. Ouais, c'est dingue. Elle est mariée, on l'imagine pas, mais Non, bon, non. c'est quand même assez classique à l'époque. Elle est mariée à l'âge de 13 ans. Ce qui n'est pas classique chez elle, c'est que c'est une fille illégitime. Mm. Donc, c'est quand même une fille de cardinal et que son père cardinal essaye de devenir pape. Alors, certes,
Les prélats de l'époque s'accordaient quelques libertés, mais c'est pas si simple. Et elle a un désir depuis qu'elle est petite. Au début, elle est élevée par sa tante, qui est une femme, Victoria, que je l'ai suivie, Clélia, moi, pour écrire ce livre. Donc, je suis allé dans tous les lieux où elle a vécu. Et elle a été élevée dans un château absolument magnifique sur les bords de l'Adriatique. C'est à l'est de l'Italie, au nord-est, et jusqu'à l'âge de se fiancer. Et ensuite, elle, son seul désir, c'est de venir à Rome. Mais son père, le cardinal Farnèse, connaît tous les dangers de Rome pour une jeune femme. Et il repousse ce moment jusqu'au dernier instant où là, il est bien obligé d'accepter. Parce qu'elle a une telle force de vie, mais dès l'âge de 13 ans, c'est ça qui est incroyable. Alors, c'est vrai que tout se faisait plus tôt, mais elle m'a beaucoup surprise en ça. Ce qui transpire aussi de ce roman, c'est la modernité. Parce que ça pourrait se passer. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une petite story Instagram où j'ai dit que finalement, Clélia Farnèse, ça pourrait être un mix parfait de Brigitte Bardot, parce que c'était une femme très belle, Ouais. de Liliane Bettencourt, parce que c'est une femme de finance, on en parlera tout à l'heure, ce qui est quand même exceptionnel à l'époque. Et j'ai dit Lady Di parce que à l'époque de la Renaissance, il n'y avait pas Voici Gala et compagnie et consorts, mais il y avait mieux, il y avait les Avizi. Les Avizi, la pauvre, elle a été mise en pâture un peu. Donc voilà, je trouve que ça faisait un bon mix. Mais Peut-être on va préciser ce que sont les avisis quand même, oui, parce que c'est allez, pas très clair. les Les Avizi, c'est des avisis, ragots un peu, c'est les ragots de l'époque. Non, alors c'est pas que les ragots en fait. non, pas que les Ce sont ragots, tout des ce qui est... feuilles diplomatiques. Ouais. Donc, de ville italienne en ville italienne, on reçoit les avisis pour savoir ce qui se passe à Rome, à Florence, à Milan, à Venise, etc. Et chaque grande famille reçoit ça, chaque cour reçoit ça. Et dans ces avisis, après les informations sur telle personne a fait la guerre à telle l'autre personne et économiquement ceci se passe comme ça, il y a quelques ragots. Et c'est là que Clélia fait partie. Et je les ai vus, ces avisis, c'est pas de la Oui, blague. oui. Je les transcris. Donc c'est incroyablement moderne en cela. Et vous avez complètement de raison. Moi, quand j'écrivais, j'osais pas la comparer à Brigitte Bardot, mais je ne pensais qu'à elle. Brigitte Bardot, on sait qu'elle a arrêté le cinéma parce qu'elle n'en pouvait plus des paparazzis. Et la Didi, elle est morte à cause de ça. Et elle est traquée. Mais on peut être traqué au XVIe siècle. C'est ça qui est surprenant. Elle fait un pas en dehors de chez elle. Tout le monde le sait. Elle se promène avec Ferdinando de Médicis, qui deviendra son amant. Tout le monde le sait. Elle est peinte par Tsuki, tout le monde le sait, mais dans toute l'Italie. Donc c'est gala, et voici aujourd'hui, c'est Twitter, on a toujours l'impression d'inventer, mais l'histoire se reproduit différemment. Et les rumeurs se colportent de tout temps. Comment vous avez fait pour travailler ce personnage et lui redonner une voix propre, une puissance singulière? Ça a été, c'est une bonne question parce que ça a été, c'est vrai que c'était assez difficile au début. C'est toujours un peu difficile avec mes livres parce que ce que je veux, c'est transmettre. Je vais pas transmettre. C'est assez enfin, c'est pas anecdotique, mais Clélia Farnèse, personne ne la connaît. Mon premier roman sur le concours pour le paradis, c'est une toile qui est pas très connue non plus du Tintoret. C'est quelque chose qui instinctivement me touche et ensuite j'ai envie de tout savoir sur la période sur laquelle je vais écrire et de réussir à le transmettre le plus simplement possible et avec le plus de dramaturgie. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi au personnage de Clélia et quand j'ai compris. Enfin, ce qui m'a touché, c'est que bien sûr, elle a des amants et elle est intelligente, c'est une femme de cœur, c'est une femme de puissance, etc. Mais au début, elle était un peu désincarnée dans mes brouillons, je veux dire, dans mes premières versions. Et et quand j'ai compris que je crois qu'elle a un amour pour son père qui est franc et sincère, et la réciproque est vraie aussi. Et là, j'ai commencé à trouver de l'humanité derrière ces personnages, sinon historiques. Puis Médicis se comporte tellement mal qu'il fallait quand même que qu'il y a une espèce de contrebalance qui se produise avec cette Clélia Farnèse. Alors, ce qui est dingue, et la prouesse, c'est qu'on parle d'une histoire vraie, et Ouais. vous, en fait, un élan romanesque, une fresque romanesque qui est mais époustouflante. Parce que finalement, mais c'est ça la difficulté, donc il y a des éléments vrais, vous l'avez dit, les avez dit, tout ce que vous citez Oui, oui. est récupéré à la bibliothèque du Vatican, tout ça, mais le truc romanesque, parce qu'évidemment, on n'était pas dans ce trio amoureux, j'imagine les grandes lignes, on n'a pas les détails. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle a un mari flambeur, hein, on peut dire comme ça. Ouais. Ouais, On oui. a après son amant là de Un Médicis. gentil bêta flambeur. Oui, oui. Ça. Mais finalement, ce flambeur va lui servir parce que elle va réfléchir, parce que à l'époque elle réfléchissait et parce que
j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal parce qu'elle est un peu le symbole de la grandeur de Rome, mais aussi de la chute de Rome, Clélia. Et mais Clélia, elle arrive et à un moment de la Renaissance, où en fait c'est la fin de la Renaissance, toutes ces familles, elles vont cesser de régner dans 50, 60 ans. On est dans le déclin, on est à l'ascension et au moment où ne peut plus que décliner. Et c'est une période que je trouve fascinante. C'était aussi la période de mon premier roman d'ailleurs avec Tintoret Véronèse. C'était le moment du déclin, de l'ascension et du déclin de Venise. Et là, dans Rome, on n'a pas encore tout ce qu'on connaît de Rome, en fait, la Fontaine dei Fiori, tout le baroque qui fait de Rome, pour ceux qui y sont allés, une ville tellement incroyablement cinématographique qu'on connaît avant même, tiens, ouais, on en parlait, mais qu'on connaît avant même de visiter. L'association de l'antique et du baroque fait quelque chose d'extraordinaire. Là, il n'y a pas encore ça. On est encore dans un peu l'austérité de la Renaissance. Et cette Clélia, elle arrive à la fin de cette période, donc on, ça crée des tensions. Et je pense que ça crée du drame. Et de la dramaturgie, je veux dire, de l'histoire, de la passion. Et c'est peut-être pour ça que ça a créé un peu de souffle. Enfin, en tout cas, moi, j'écris tout le temps. En, c'est exactement le mot que j'emploie dans ma tête. Je veux faire des scènes qui ont du souffle, en gros. Est-ce que- est-ce qu'on peut dire que Rome est un personnage à part entière dans votre roman? Ah oui, bah oui, parce que en plus, oui, bien sûr, c'est un personnage à part entière, parce que c'est aussi l'ultime but de Clélia. Tout ce qu'elle, vraiment, tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est vivre à Rome et être libre. On lui a refusé les deux. Elle est quand même enfermée plusieurs fois. Quand elle se rebiffe trop, son père, dont j'ai dit qu'ils étaient proches et qui s'aimaient malgré tout, mais il l'enferme régulièrement dans son palais de Caprarola, qui est au nord de Rome, et là, c'est d'ailleurs je ne suis pas un guide de tourisme, mais c'est absolument magnifique si par hasard vous allez dans la région. Je vous le recommande. Les Farnèses ont un goût vraiment superbe, quoi. C'est Paul III. Enfin, c'est ce qui fait la beauté de l'Italie, les Farnèses. Donc, Ouais. mais il n'empêche, c'est quand même une prison pour elle. Donc elle y est enfermée régulièrement. Et elle, c'est pour ça que Rome est à la fois dans sa grandeur et dans sa décadence, des avisis et des pauvres, des mendiants qui sont partout dans les rues, jusqu'aux plus hauts aristocrates qui font absolument n'importe quoi, des chasses, mais pas des chasses aux cerfs, pas des chasses aux canards, des chasses à la lionne. Ils font venir un lion dans Rome, dans la Villa Médicis, et ils le chassent. Enfin, c'est une période totalement absurde. Et c'est vrai que c'est un personnage totalement central dans le roman, sans lequel il y aurait pas la même saveur. Tout ça se passerait à Bologne, ce serait pas la même chose, quoi. Il Alors, fallait Rome, il fallait la ville éternelle, il fallait les antiques superposées aux modernes, enfin, c'est tout ce qui fait la beauté de cette ville, quoi. alors, j'ai relevé une phrase, c'est dans la page 33 pour ceux qui aiment bien que je cite les pages. Hmm. Je crois que c'est le père de, ben oui, c'est son père qui lui dit, vous êtes une Farnèse et les Farnèses sont unies. La fidélité participe à notre devise. Quand on lit cette phrase, on a un sourire jusque-là parce que fidélité et Clélia, est-ce que ça va vraiment ensemble? Non, non, c'est vrai qu'elle est assez libre, cette petite, et Ouais. qu'elle s'embarrasse pas des carcans moraux. Mais quand je disais ça par opposition aux Médicis, qui Et sont vraiment, mais une engeance, mais épouvantable. Il y a une scène dans le roman, je sais pas si vous voulez en parler ou pas, où je retrace le nombre de meurtres dans la oui. famille Médicis, mais ça en donne le tournis au fils de Clélia qui voyage avec eux. Et quand Ferdinand, le Médicis, donc l'amant de Clélia, raconte tout ça, mais c'est épouvantable. Or, les Farnèses, c'est vrai que si on peut leur accorder une espèce d'honneur, dans la fidélité. Malgré la brutalité de leurs actions les uns envers les autres, parce que, encore une fois, Clélia a vraiment été brutalisée plusieurs fois, Ouais. euh, je sais pas, ils se soutiennent quand même. Ils se soutiennent un peu. Et non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il se venge à coup de, bah, de moi j'ai le plus grand palais, c'est toujours une surenchère. Ouais, c'est ça la surenchère, mais c'est ce qui a Et fait toutes les beautés de hyper la moderne Révolution. parce que Dallas, c'était ça, quoi. J'ai envie de dire un petit peu. À l'heure actuelle, les grands, nous, on le voit pas trop, mais j'imagine que c'est ça. Est-ce que vous pensez que Clélia elle, serait contente d'être en 2025? Je pense qu'elle serait comme un poisson dans l'eau, non? Parce que c'est un peu la même chose qu'elle a vécu. Non, mais je sais pas où elle vivrait. D'ailleurs, pour ce livre, de façon totalement absurde, je suis allé au Salon du Livre en Arabie Saoudite.
pour Ah oui. parler de mon roman. Bon, c'était formidable. Ah ouais, Donc, il elle parlait sera au Qatar peut-être. oui, mais justement, en Arabie Saoudite, d'un roman publié en français à des gens qui ne parlaient pas le français. Et je leur parlais en anglais. Tout ça était normal. Et je leur parlais du Vatican, ce qui évidemment les intéresse. Bon, mais je me disais, mais comment je vais réussir à faire ça? Ils disaient, bon, voilà, c'était tous en habit traditionnel. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est eux. Le Vatican du XVIe siècle, c'est la folie des Émirats aujourd'hui. C'est la surenchère, c'est la tour la plus haute. C'était le palais le plus grand et le plus grand des peintres. Maintenant, c'est la tour la plus haute, mais peu importe. On a eu New York au début du XXe siècle, on a là-bas. Et donc, je sais pas où elle vivrait, mais à mon avis, entre Dubaï et, et je sais même pas où, Singapour. Mais elle serait probablement pas dépaysée avec ses histoires d'Avizi et de Twitter et de. C'est clair. Elle serait peut-être un peu déçue par l'art. Faudrait. Mais Oui, parce que ça aussi, là, on va en parler. Est-ce que c'est une arme, là? Mais je voudrais revenir à la relation avec son père, parce qu'effectivement, lui, il est cardinal, donc elle, elle était illégitime, elle était un peu cachée. Mais finalement, ils ont une relation qui est un peu fusionnelle par moments. C'est ça qui est étonnant. Parce mais qu'elle c'est est très rebelle, elle est libre, elle a soif d'indépendance, et lui, il est hyper carré quand même, parce il est cardinal, il veut devenir pape. C'est étonnant, cette relation. Mais oui, je crois qu'il se retrouve justement dans cet amour de l'antique. Et parce que quand on parle d'art, à ce moment-là, là, enfin, dans ce livre et à cette période et pour ces gens, c'est beaucoup de redécouvrir les antiques. Son père, on le connaît parce que il y a une anecdote sur lui. Donc du temps où son grand-père était pape, on a découvert à Rome. C'est le moment où on a découvert toutes les antiques, enfin le forum, les thermes de Caracalla, etc. Et où on a creusé et on a découvert toutes les merveilles de l'Antique. Et lui, il paraît qu'en une nuit, il aurait rapporté dans son palais Farnèse 96 charrettes remplies d'antiquités. Il est connu pour ça. Donc c'est des pilleurs quand Ah même. oui. C'est des pilleurs qui en font des choses magnifiques, qui les exposent. C'est parce que c'est aussi les créateurs du musée moderne. C'est-à-dire que pour montrer qu'ils étaient les plus forts, ils, ils mettaient leurs statues pillées dans les sites antiques sur les frontispices de leur palais à l'extérieur. Et donc, le peuple pouvait les voir. Donc, c'est aussi la création du musée et de la démocratisation, entre guillemets, de l'art. Et Clélia et son père, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent là-dedans, qui partagent ça, Ouais, c'est vrai. Mm. partagent une espèce d'idée de la beauté, et que c'est en ça que il n'arrive pas. Et puis, c'est sa seule enfant aussi. Ouais. Il a jamais eu, alors on ne sait pas bien, sa naissance c'est très très trouble. À Clélia, on ne sait pas qui est sa mère. Moi, j'ai fait un choix. On a enfin, les historiens de l'art et les historiens ont deux options. J'ai choisi l'une des deux, celle qui m'arrangeait le plus dramatiquement, puis celle à laquelle je croyais le plus. Donc c'est éventuellement euh, avec une jeune fille peut-être un peu prostituée, mais enfin bref, qu'il aurait eu cette Clélia. Et en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il a. Enfin, vous le voyez au début du roman, je suis pas en train de vous dévoiler quoi que ce soit, mais c'est les premières scènes. Il a envoyé sa sœur chercher le bébé. Oui. Et la mère, on n'entend plus jamais parler. Enfin, c'est quand même d'une brutalité sans nom. Donc Lélia, elle n'aura jamais de mère. Elle a sa tante, qui est très gentille avec elle. Mais et il aurait pu ne pas le faire. C'est qu'il Oui, voulait cette descendance, il en avait besoin. Et donc, c'est ce rapport très complexe que j'ai essayé de retranscrire dans le roman. À la fois, elle le dérange, et en même temps, il pourrait très bien s'en débarrasser, mais il la garde près d'elle parce qu'elle l'intéresse, elle l'amuse et que il et sent qu'elle va être quelqu'un d'important parce il doit le sentir parce que quand même je elle est pense. atypique. Elle est atypique. Elle est totalement atypique, exactement. Elle est pas. Il y avait des femmes fortes, hein, quand même. Oui, Les Médicis, elles étaient fortes, les femmes, bien sûr. C'était des femmes fortes à qui on imposait d'être fortes. C'est comme si la famille leur déléguait quelque chose. C'est vrai que Cléliane, on lui délègue rien, mais elle prend tout. Et, euh, et, euh, et elle a voilà, je pense qu'elle a une force de caractère qui devait réellement scotcher son père, quoi, et donc il lui faisait confiance, j'imagine. avant qu'on parle de l'art, vous avez écrit un roman historique, justement, où on place le curseur entre la rigueur historique et la licence romanesque. Alors j'aime le placer le plus proche possible de la rigueur historique, parce que c'est ça ce qui m'amuse. J'invente même la Costanza Sforza, vous allez voir, il y a une Sforza. Si vous avez regardé les séries sur les Médicis, vous les avez vus, c'est ceux qui dirigeaient Milan. Mais
On les connaît tous vaguement, les noms des Italiens. Et elle aussi, elle est exacte. Alors évidemment, il y a toutes les scènes, c'est moi qui les invente, hein. Dans mes livres d'histoire, dans mes documents de l'époque, euh, via les Avisis, j'avais quelques descriptions de faits quand même, donc ça, j'ai pu me fonder là-dessus. Et puis évidemment, tous les merveilleux livres des historiens et des historiens de l'art. Et donc j'essaye avec tous ces, euh, ces points de repère Mhm. historiques dont je suis absolument certaine et j'essaye de travestir vraiment le moins possible parce que sur Clélia j'avais deux biographies, c'était très difficile sur Clélia quand même parce que tout était en italien mais en italien moderne. Bon, ça à la limite je le parle mal mais je peux le lire, donc ça à la limite ça allait. Il y a deux biographies bien faites de femmes qui n'étaient pas d'accord. Tout le monde se dispute sur tout le temps en histoire mais donc euh, et sinon, c'était du vieil italien. Alors voilà, ça devenait vraiment compliqué. J'ai dû appeler une professeure. Enfin, tout le monde m'aide. C'est ça qui est merveilleux quand on écrit un livre. C'est quand même aussi, c'est ce qui, enfin, on est tout seul dans son bureau à écrire, bien sûr. Mais avant ça, pendant le moment des recherches, j'espère, une aventure et collective, parce que c'était en plein Covid, mais on m'a ouvert le Palais Farnèse parce que je l'ai demandé. Il suffit de demander, en fait, et de dire bonjour, je D'accord. suis en train d'écrire un roman, et les gens sont assez, quand ils voient qu'on est passionné, qu'on s'est Ouais, ouais, vraiment ouais. intéressé à l'affaire, etc., les gens sont très ouverts. Et donc, pour le premier roman, on m'avait ouvert les archives du Louvre. C'est Dingue. incroyable. Il se passe, c'est vraiment, on vit une aventure en écrivant le livre. Et mais je sais pas pourquoi je raconte ça, mais en tout cas, pour Clélia, oui, le vrai du faux. Ben voilà, en faisant tout ça, j'essaye de m'imprégner le plus possible du vrai. Et dans mon bureau, en général, je me mets des cartes de la Rome du 16e. Enfin, je m'imprègne vraiment, quoi. Je m'imprime plein de cartes de la Rome du XVIe siècle pour pas me tromper, puis pour me repérer, parce que j'ai un mauvais sens de l'orientation. Pour aller d'un palais à un autre, il faut que je sache comment elle fait. Et tout ça me permet d'être au plus vrai, au plus proche de la réalité. Puis évidemment, les scènes, les dialogues, bah, je peux que les inventer. Et ça, je m'amuse aussi beaucoup. Mais voilà, je ne Alors m'amuse pas l'avantage, c'est très. que vous la visualisez bien. Alors, je vais montrer, ça, c'était le brochet. Elle était sur la couverture. Donc, vous les visualisez bien, vos personnages, parce ils existent, ils ont été peints. Oui. Alors, il y a un avantage. Mais est-ce que Clélia, elle vous a emmené là où vous ne vouliez pas aller dans ce roman? Ah, bonne question aussi. C'est rigolo, bah on va. Parce que c'est Non. une rebelle, c'est une femme forte. Alors, Ouais, ouais, c'est elle a dû ça. vraiment vous embêter par moments, j'imagine. Ouais, elle m'a un peu embêtée, mais elle m'a emmené. Non, elle m'a surprise en fait. Elle m'a vraiment. Oui, mais elle m'a surprise en bien, quoi. Je, c'est bon, c'est la première fois et c'est la seule pour le moment, fois que j'avais une héroïne. D'habitude, j'ai que. Enfin, les deux premiers romans, c'était que des garçons. Il y avait bien des filles, mais les héros, c'était des hommes. Et ça me faisait un peu peur. Donc déjà, elle m'a emmené là où je voulais pas aller, parce que j'avais trop. Bah, c'est drôle, je vais te dire que j'avais peur de m'identifier. Et je choisis une héroïne qui porte mon prénom. Donc, Ouais, je suis- bonjour. c'est ça, je vous facture à la fin, Clélia. Et donc, bon, je me mettais pas tant dans les roues, mais voilà, et je sais pas pourquoi, c'était quelque chose de difficile pour moi de faire parler une femme, surtout une femme du XVIe siècle. J'avais peur de, de faire trop d'anachronismes. Et en fait, elle me surprenait à chaque fois. À chaque fois que je trouvais quelque chose de nouveau sur elle, je me disais, mais si ça, il faut le raconter, mais ça, il faut le raconter. Et puis vous verrez, la deuxième partie de sa vie, elle est un peu triste. Et c'était un moment, j'avais toute la doc, évidemment, pour faire, je sais pas, 100 pages de plus. Ah oui. Ah oui, bien sûr, j'aurais pu. Mais en fait, ce qui m'intéressait chez elle, c'était sa splendeur. Bah oui. C'est ça, et bien sûr le déclin, mais le déclin, on s'y attend. Qu'une femme soit maltraitée, qu'une femme ne soit pas... au XVIe siècle, encore plus. Aujourd'hui, ce serait même pas tout à fait surprenant, mais au XVIe siècle, on s'attend évidemment à ce qu'on n'écoute pas la vie d'une femme, à ce que finalement on lui impose la façon dont elle doit vivre, etc. Donc ça, vous verrez, si vous le lisez, c'est Et pas bon, l'essentiel du roman. L'essentiel du roman, c'est son ascension et le moment où vraiment elle arrive à atteindre
peut-être presque une totale liberté quand elle rigole avec Médicis, quand elle se marre même avec son Césarini, puisqu'il faut savoir que son mari et son amant sont meilleurs amis, hein. Oui, C'est c'est ça. un trio, en Mais fait. c'est comme chez les people, en fait, hein. Les people actuels, C'est c'est une modernité, mais c'est saisissant, hein. Ils sont tous les... Et, enfin, vous verrez ça. J'ai essayé aussi de travailler cette relation à trois, qui est, ouais. qui est Mais il y a d'une il y a de liberté. l'humour aussi. Il y a de Mais l'humour. Moi, il y a oui, une phrase qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand vous dites que Tacite est la plus grande commère de l'histoire de Rome. ah non, mais alors lui... Alors ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais c'est dingue. Mais là, c'est moi qui le pensais. Mais je vous jure, lisez les histoires de Mélusine et tout, de Tacite. Mais on dirait. J'avais remarqué ça de Sartre aussi. Quand je travaillais sur Tintoret, j'avais vu que Sartre, mais c'est un cancanier, ce garçon. Il raconte tous les ragots. C'est ça qui le fait rigoler. Et Tacite, pour moi, bon, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, sur ce que je cherchais, c'est un vrai ragoteur. Alors, Donc, il me reste deux grosses thématiques dans ce roman, donc l'art et l'amour. Alors, je garde l'amour à la fin, comme ça, au moins, c'est... Mais là, alors, moi, j'aimerais... L'art, il est omniprésent dans votre roman, donc par les fresques, par l'architecture. Quel rapport avez-vous avec l'art, vous, Clélia? bah ça doit être un rapport franchement intime, parce qu'en tout cas, je parle que de ça. Et je suis Je vous en incapable, parle bien. merci. Je suis incapable, je me rends compte, au fur et à mesure des livres que j'écris, de m'intéresser à autre chose. C'est dingue. Euh, Moi, mon premier essai, c'était sur la littérature. Donc, bon, c'est un art que je connais le mieux, disons. C'est celui dans lequel j'ai bercé depuis toujours. Mais après, j'ai écrit un premier roman sur Tintoret, Véronèse, la peinture. Ensuite, un deuxième roman. Et Je vais les finalement, montrer à l'écran, puisque j'ai les couvertures. oui, vous avez la couverture. Ils sont disponibles au livre de poche, tant qu'à faire. Donc, les voilà. C'est celui qui s'appelle La Fabrique des souvenirs, voilà. Alors là, c'est un roman moderne, ça se passe aujourd'hui. Et finalement, je parle beaucoup de théâtre, de musique, parce que mon héroïne, c'est une violoncelliste. Enfin bon, vous verrez, c'est un roman un peu à côté. Et là, dans celui-ci, c'est les antiques qui m'ont intéressé, l'architecture, les fresques, ce pavillon des oiseaux, et qui s'intègre dans Rome. Et celui que je suis en train d'écrire, c'est sur Rodin. Donc, je crois que je ne peux pas inventer d'histoire qui n'ait pas un fondement artistique. Et c'est vrai que je pense que finalement c'est ce qui nous sauve tous en fait. Quand on regarde un beau tableau, ce- pas pas obligatoirement joli, mais quelque chose de puissant quoi. Euh, et ben c'est ce qui élève notre vie. Et donc c'est ce qui élève pour moi le roman. En tout cas, je vois pas comment je pourrais écrire de roman sans parler d'un. Alors, est-ce que cet art, c'est un instrument de pouvoir Plus. ou une forme de liberté? Bah non, mais c'est ça qui est génial avec l'art, c'est que tout le monde a bien compris, tous les puissants ont bien compris, il fallait bien le prendre en main. Et donc, on est juste après les guerres entre les catholiques et les protestants, et à ce moment-là, l'art, il prend un sens politique majeur. Il s'agit de réaffirmer la puissance du catholicisme à tous. Michel-Ange, ça s'appelle Sixtine. À Venise, le paradis. Ici, tous les antiques. Alors, c'est un mélange, parce Mm. que c'est euh, à la fois la redécouverte des antiques, donc on se réinstalle dans une histoire et un passé, et on se réapproprie son passé, et en même temps, on est capable de créer des splendeurs. Enfin, c'est un outil. Pour moi, du point de vue des puissants dans ce livre, c'est vraiment un outil. Et du point de vue des artistes, c'est Ouais. éventuellement une liberté, évidemment une liberté, mais très contrainte. Un peu comme quand j'écris mes livres, très contrainte. Et c'est ce qui me permet la liberté. Donc, on peut imaginer que, vous savez, les artistes à l'époque, on leur donnait le cadre. Ça, c'est génial. J'ai découvert ça grâce à mon livre sur Venise. Le type faisait le cadre avant qu'on mette la toile dedans. Donc, voilà. Ouais. Pour vous dire l'espace de liberté qu'ils avaient. Les sujets étaient évidemment imposés. C'est Alors, incroyable. Et pourtant, ils ont créé des splendeurs. mm, Ça n'empêche rien. Et tout ceci amené par les puissants. Bref. ce pavillon des oiseaux, c'est un refuge des amours Oui. interdits, un peu, hein, on va dire ça. Il se passe plein de choses. C'est un lieu de beauté, un lieu de secret. Est-ce que c'est un échappatoire ou un miroir des illusions? Mais ben, ça, c'est toute la question. Et en fait, c'est ce que. Je pense que c'est toute la question que se pose Clélia pendant toute sa relation avec Médicis. Elle n'est pas dupe quand même, parce qu'elle Non, elle exactement. elle sent bien que quand même.
c'est à la fois un sanctuaire et quelque part un peu une prison dorée parce que Mais exactement, elle est pas dupe de la duplicité intrinsèque à ses Médicis. Et elle est farnaise avant tout, donc elle sait bien qu'elle est en train de transgresser. C'est pas Roméo et Juliette. Hélas, j'aurais aimé que ce soit Roméo et Juliette pendant tout le livre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Et en fait, ce qu'il y a de différent, c'est qu'elle n'est pas dupe. Et que lui n'est pas parfaitement sincère. Donc en fait, ça devient une relation qui est beaucoup plus complexe, mais c'est quand même pendant j'ai l'impression qu'il y a un beau petit moment de complicité, mais que je mettrais toujours, dont je n'exclurai jamais le mari, qui quand même euh, perçoit que c'est ainsi que sa femme va s'envoler et va prendre son envol et va passer du statut de jeune fille, petite fille de son papa à celui de femme forte. Voilà. lui, il est marrant parce qu'on a l'impression qu'il est, entre guillemets, un peu bené, quoi. Qu'il se dit, bon, ben voilà, on m'a marié avec la Farnèse, voilà. Mais finalement, oui, il voit plein de choses. Il est assez sensible. Il me Et, semble, hein. ouais, ouais, et Il me il semble. lui laisse de la liberté parce qu'il se dit que finalement, s'il l'enferme, ben, ça va être terrible pour lui, quoi. Moi, c'est mon Et- analyse. Après, Exactement, exactement. Et même il la pousse dans les bras c'est ça, on dirait qu'il s'en fout. On va dire, ouais, vas-y, va Mais t'amuser. ouais, mais pourtant, il reste à ses côtés. Ah, il est à ses côtés. Et les Abizis ont beau dire des horreurs, mais des horreurs, c'est vulgaire, hein, vous allez Oui, voir. oui, oui. Quand même, vraiment, enfin, on s'attend pas à ça. Enfin, si, remarquez, 16e siècle, c'est aussi Rabelais, hein, donc faut pas oublier que on ripaille quand même sévèrement. Le carnaval, à l'époque, c'est pas des jolis petits masques blancs, c'est des Non. gros masques rougeaux. Bon, on est à une autre époque. Mais voilà, oui, oui, cet amour est une prison en même temps qu'un envol, quoi. Et d'ailleurs, c'est amusant que ça se passe dans ce pavillon des oiseaux, on dirait une cage. Même Oui, si c'est ça. vous y allez, vous allez voir, c'est une C'est cage. rond. Non, c'est petit. C'est petit et c'est circulaire. Donc Ouais, c'est ça. voilà, on est vraiment. Et en plus, c'est assez. euh, c'est pas angoissant du tout, mais c'est très chargé, quoi. Du sol au plafond, il y a des fresques d'oiseaux partout. Donc à la fois, on s'évade vers un exotisme et vers un ailleurs. Et en même temps, on est comme un oiseau en cage. Est-ce que vous êtes amusé à faire ce trio, à écrire sur ce trio, parce que vous l'avez pas inventé, hein, c'est vraiment vrai. Vous êtes amusé à écrire sur ce trio amoureux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous avez découvert que vous imaginiez pas et vous vous êtes dit, mais ça, je vais m'en servir, ça va être dingue. Euh, oui, absolument. Les meilleures scènes, je trouve, c'est les scènes où il y a la scène de la lionne, ça, je me suis vraiment bien amusé, de la chasse à la lionne. Puis il y a quand même les scènes où Clélia se fait peindre, et donc on est dans un miroir de miroir de miroir, parce qu'ils la font. Euh, la première fois où ils se retrouvent tous les trois, c'est quand on fait un portrait officiel de Clélia, et c'est le peintre Tsuki et qui le fait. Hein. Alors un peintre totalement méconnu, oublié, disons, aujourd'hui, mais qui était un peintre important de l'époque. Et je sais pas si on a le temps de le raconter, mais c'est amusant. Dans l'exposition sur les trésors du Palais Farnèse, que je vous disais, que je suis allé voir, pour ceux qui habitent à Paris, peut-être vous l'avez vu, c'est au musée Jacques-Marandré. Je vais dans cette exposition et dans la dernière salle, je tombe sur le portrait de Clélia par Federico Zucchi, ce peintre que je croyais complètement oublié et qui se retrouve propulsé au statut de trésor du palais Borghese, qui vraiment m'étonne quand je lis les historiens de l'art, tout ce qu'ils ont pu écrire sur lui. Et puis retomber enfin face à face, retomber 2 ans plus tard face à Clélia, c'était une vraie surprise. Mais donc, de ce portrait initial, et c'est un peu comme le trio, quoi. On en arrive, vous verrez, à une démultiplication de Clélia dans une toile, ou de plus en plus dénudée. Et là, bah là, moi, je me marre, oui, bien sûr. Ce qui m'amuse quand j'écris le roman, c'est évidemment me documenter, c'est évidemment vous transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, mais c'est la complexité des rapports humains et donc amoureux. Et donc, plus c'est compliqué, plus ça m'amuse, moi. Oui, parce que en plus, dans ce trio, il y a un peu de l'emprise, il y a de la stratégie, qui est dynamique, hein, dans ce trio. Est-ce que vous pensez que Clélia, elle était un pion ou
dans un jeu qui était finalement plus grand qu'elle, ou pas du tout. Ou alors elle avait la totale Ouais. prise et elle faisait genre la naïve, bon, je me prends au jeu, on y va, mais je contrôle tout. Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu chacun les pions, quoi, en Ouais, croyant tout contrôler? Je crois que les garçons sont. Je dis les garçons parce qu'ils ont 20 ans, hein. C'est ouais. pour ça, quand ils sont tous les trois, ils ont 17 ans, 18 ans, c'est des jeunes, c'est des enfants. On leur donne des charges bien plus lourdes que eux. Médicis, il est cardinal, il a 14 ans. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette époque? Donc évidemment, ils sont tous chargés d'un poids qui est trop lourd pour eux. Non, et comme n'importe qui de 14 ans, ils s'amusent, ils s'en amusent. Euh, Mince, j'ai oublié la question, pardon. Excuse-moi. Savoir si elle était un pion dans Oui, ce jeu. voilà. Et donc j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu les pions de leurs parents, qui eux-mêmes le sont. Ils sont les pions de la tradition. Donc oui, bien sûr, elle est un pion. Je ne crois pas qu'elle soit naïve au point de penser qu'elle a pu avoir réellement euh, qu'elle pourrait changer la donne, transformer un modèle. Elle n'est pas révolutionnaire en fait, Clélia. Elle est un peu financièrement révolutionnaire, mais c'est un petit point. Elle n'est pas fondamentalement euh, elle ne fait pas table rase du passé. Et aucun de ces personnages ne fait ça. Ils sont tous. euh, ils prennent des petites libertés dans un carcan très serré. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment en écrivant que, certes, les filles étaient mariées à l'âge de 7 ans, mais les garçons aussi. Césarini, il a le même âge qu'elle. Et donc, il y avait assez peu de distinctions. Et il faisait, si Médicis s'est envoyé à Rome à l'âge de 14 ans par son frère, par son père, pardon, c'est parce que n'étant pas l'aîné, c'est son frère qui va reprendre le grand-duché de Toscane et que lui, son rôle est d'être cardinal à Rome pour s'assurer que les Médicis restent bien les banquiers du pape. Il a un chemin tracé, il ne peut pas s'en éloigner. Et personne ne peut s'éloigner de son chemin, surtout à cette époque, me semble-t-il, et dans ce milieu social. Donc, ils sont tous naturellement des pions. Mais pas que elle. Voilà. Et après, ils essayent de jouer le mieux possible aux échecs. Et, C'est et, la et, stratégie. Tout est et gagner ou stratégie. non. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans votre roman, alors parce qu'on est dans un âge d'or où tout est flamboyant, tout va très vite, machin, vous évoquez aussi ben, les zones d'ombre. Vous dévoilez des ombres, des violences, des trahisons, la condition féminine. Alors, l'écriture du passé, est-ce qu'elle est pour vous une manière d'interroger notre époque? Toujours. C'est quand j'écris Le Pavillon des oiseaux, quand on voit la façon dont on traite les indigents à Rome et la façon dont on traite, enfin bon, on fait des ponts, on fait des liens. Et la question du paradis dans le premier roman, elle me semblait, enfin, je l'ai écrit en plein attentat. Enfin, elle est moderne. Tout est. Je trouve que quand on s'intéresse au passé, c'est aussi parce que ça révèle des choses. C'est pas un objectif. Je m'intéresse au passé parce que ça m'intéresse, mais évidemment que ça ne peut pas ne pas révéler quelque chose sur notre présent, sur même en miroir inversé, ce à quoi on a pu échapper, ce qu'on a acquis comme droit et comme légitimité, si on parle de la condition féminine, quand même, ça a beaucoup évolué, même si... euh, enfin voilà, donc oui, j'ai l'impression que le passé nous éclaire toujours, nous éclaire beaucoup sur notre époque actuelle. Et là, bon, l'exemple le plus marquant, c'est les avisis, ces journaux-là. Mais là, on dirait que c'est calqué, quoi. On dirait que ça a été inventé pour, mais pas du tout. Je le répète, tout est exact. Je voudrais juste revenir sur, Le pouvoir de l'art, il est réel aussi, encore aujourd'hui, que ce soit de l'architecture ou de l'art, peu importe. Mais voilà. sur ma Liliane Bettencourt, là, parce que tout le monde doit se dire, bon, Bardot, ok, elle est belle, Oui. elle est jetée en pâture, mais pourquoi elle... Parce que Clélia Farnèse est quand même à l'origine, et ça je l'ai appris, merci Clélia Renucci de m'avoir éclairé sur ça, elle a quand même créé le premier emprunt personnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ça? Parce que c'est Mais quand même dingue. absolument, c'est Dingue. incroyable. C'est au moment, enfin, bon, Une femme d'affaires, en fait. Ouais, c'est une femme d'affaires. Je ne vais pas raconter quand ça se passe dans le livre, parce que ce serait dommage Non, non, non. de gâcher. Mais il y a un moment, de toute façon, ils sont tous ruinés, toutes ces familles. On l'a dit, c'est la grandeur et la décadence. Ils sont tous en,
au moment où ils vont sombrer. Donc ils sont tous ruinés. Les Farnèse, les Cesarini, tous, les Médicis, tous. Enfin, non, pardon, pas les Médicis, un peu moins les Médicis, mais Ouais. Bon. bah, ils sont quand Attention à même ce que vous beaucoup. dites, hein, les Médicis, il ne faut pas y toucher, hein. Non, non. Mais, et donc à un moment où elle se retrouve pas dans l'indigence, elle sera jamais dans l'indigence, mais elle invente le prêt, euh, elle lève de la dette auprès des Romains. Comme si Bernard Arnault, aujourd'hui, nous disait, chers Français, je vous rembourserai, mais prêtez-moi, j'en sais rien, 50 millions d'euros. Et non pas au titre d'un État, parce que les États, ils ont toujours fait ça, enfin, ils ont toujours fait ça, Louis XIV l'a fait aussi, on le Ouais. fait, les emprunts d'État. Mais un emprunt à titre privé, c'est la première à l'avoir fait. Et ça a marché, mais cartonné. Ça, elle le fait pour sa famille, la famille de son mari. Et ensuite, toutes les familles romaines commencent à le faire, les Colonna, les Farnèse, euh, et même les Sforza probablement. Ils lèvent tous des crédits auprès du peuple romain qui ainsi gagne un bénéfice parce qu'ils ont prêté de l'argent aux grandes familles. Et ça leur permet de survivre encore 50 ans. Et, et c'est elle qui lève le premier. Ça veut dire que là, c'était un bon moment aussi. Parce que vous allez voir, il y a des querelles de pape. Enfin bon, voilà. Alors, on va pas rentrer du tout dans les Une détails. vraie série Netflix, ce En plus, livre. ça me gâcherait le plaisir. Mais elle se retrouve à devoir négocier avec le pape. La petite Clélia, alors un peu plus vieille, elle a 28 ans à ce moment-là, mais la petite Clélia, qui n'est pas grand-chose, se retrouve à négocier face au pape l'emprunt personnel pour trouver des ressources pour ne pas que sa famille fasse faillite, tout simplement. Bernard Arnault qui ferait faillite, à qui on donnera de l'argent. Moi, C'est dingue. Donc avant de passer aux questions de nos amis lecteurs, moi j'ai relevé une phrase qui m'a particulièrement marquée. Je trouve qu'il y a un poil, un truc littéraire derrière, je sais pas pourquoi. C'est Cléa qui parle et qui dit: «Je préfère de loin l'obscurité, les lieux où les gens sont masqués et pourtant point déguisés et où leurs âmes est à nu, où les cuirasses tombent.» Ça veut tout dire. Je trouve que ça résume bien ce qu'elle est, en fait. Moi, j'ai trouvé cette phrase, je me dis, ben voilà, ça résume en fait que ben, la femme puissante qu'elle est, en fait, parce qu'elle n'est pas dupe. Elle, finalement, les fastes, bon, ok, elle s'en sert, mais finalement, au fond d'elle, elle est quand même, elle a bien les pieds sur terre. oui, J'ai beaucoup aimé cette phrase. Je trouvais que, merci. ouais, il y a de temps en temps, comme ça, il y a des phrases de profondeur philosophique, littéraire. Donc, il n'y a pas que de la trahison, de l'amour, amour, gloire et beauté à la Renaissance, il n'y a pas que ça. Donc, voilà. En tout cas, il y a des lecteurs qui vous ont posé des questions. Et la première, c'est Amandine qui la pose, et qui dit: «Dans ce jeu des passions, Clélia Farnèse est-elle actrice ou marionnette?» Oui, bah, c'est un peu, ça rejoint un peu notre question des pions, mais c'est ça, et c'est exactement cette tension que j'ai essayé de garder pendant tout, enfin, pendant un long moment dans le roman. J'adore que vous posiez cette question parce que j'aimerais qu'on se la pose quand on lit, et moi-même, je sais pas particulièrement de réponse en fait. Ouais, et j'ai l'impression qu'elle est tour à tour, c'est actrice et marionnette, et c'est ce qui fait sa personnalité, quoi. Elle sait se laisser jouer et bah, voilà, elle s'est restée à sa place et en même temps avancer de biais pour obtenir. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, Laura, elle demande: «L'écriture est-elle pour vous une sorte de peinture?» Ah, c'est beau, j'adorerais, c'est tellement difficile d'écrire. Je dis ça parce que je suis en train d'écrire le suivant et que je peine. Mais bon, c'est toujours difficile, j'oublie à chaque fois. Et c'est superbe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très visuel. Euh, et, euh, et, euh, et comme je suis entouré de peinture, je m'imprime tous les portraits, je me les mets dans mon bureau partout. Euh, c'est une belle idée. Et par touches successives, j'essaye d'approcher la personnalité de ces gens dont je restitue l'histoire. C'est une jolie idée. Alors Vincent, lui, il a bien aimé votre roman. Il dit: «Quand on écrit sur une époque révolue, on choisit forcément un prisme. Le vôtre est-il celui du regard contemporain ou celui de l'historienne scrupuleuse?» Mais je dis, non, ça part évidemment de l'historienne scrupuleuse parce que ça m'amuse d'être le plus proche de la réalité possible. Je ne peux pas m'empêcher. C'était un peu la difficulté de ce livre, hein. C'est que on pouvait avoir l'impression que je faisais des anachronismes, mais pas, je n'y peux rien. C'était comme ça à l'époque. Moi, je ne fais que restituer. Mais c'est vraiment une bonne question. Non, je pars évidemment de. Enfin, je pense qu'on se tromperait si on
Si on partait à l'inverse, si on voulait faire rentrer à coup de pied l'histoire dans notre présent, non, là, il y a même un risque de déformer l'histoire. Et c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de m'amuser en racontant des jolies histoires singulières au milieu de l'histoire générale, mais de la tromper le moins possible. Alors, Flore aussi a été emportée par votre roman. Elle dit, il explore aussi la condition des femmes à la Renaissance. Voyez-vous des parallèles avec les combats des femmes d'aujourd'hui? Ouais, oui, tout à fait. Et je sais pas si si Flore, en le lisant, vous en avez vu aussi. Mais on a parlé de cette femme financière, de cette Bettencourt, des temps Ça va vous modernes. rester ça, hein, ce mix Elle l'avait Bardot, toujours, il y a pas de Bettencourt, problème. les... J'adore. Autant la Bardot, je l'avais, mais la Bettencourt, je l'avais pas. C'est très bien. Et, alors, c'est vrai que c'est beaucoup dans la deuxième partie de sa vie qu'on aurait pu le voir. Et il se trouve que, comme je vous le disais, je suis allé, je préférais la grandeur au déclin. Parce que la deuxième partie de sa vie est, euh, enfin, toutes les questions actuelles de violence faites aux femmes, d'emprise, etc., auraient pu être beaucoup plus traitées, même si l'emprise, vous l'avez dit, existe déjà dans son ascension. Mais j'ai l'impression qu'elle a quand même le dessus. Et sinon, sur la façon dont on traite les femmes, moi, quand même, quand je me replonge dans la Renaissance, je me dis qu'il faut jamais arrêter le combat, parce que quand même, on a acquis énormément, quoi. Ça a quand même vraiment beaucoup changé. Il faut jamais, jamais lâcher du lest, parce que sinon, voilà, éventuellement. Et alors, moi, je me suis posé la question, comment on ressort? Alors, quand on a écrit ce livre, on est rincé, on est galvanisé, parce que elle a une forte présence, donc j'imagine que vous avez vécu un peu avec elle longtemps, Tout à quoi. fait, oui, oui, c'est vrai, c'est difficile. Eh ben, c'est peut-être pour ça, oui, que ça a été si difficile de me remettre à autre chose. Vous avez raison, Donc là, vous n'avez effectivement. pas choisi plus facile, parce que Rodin, il va être présent aussi, je pense, hein, Ah, raison, Rodin, il est bien présent. il va Et en vous plus, vampiriser, je pense, ils plus sont que Clélie. Balzac. J'en ai deux d'un coup, des monstres. Mais Clélia, elle est restée, elle est restée. Puis en plus, je vous dis, quand 2 ans plus tard, je la vois enfin, et je dis enfin parce que ce tableau de Clélia, je l'ai cherché pendant tous mes voyages à Rome. Il était toujours en restauration, mis ailleurs dans un autre musée. Je l'ai jamais vu. Et quand je suis tombé enfin, il y a 6 mois dessus, à Paris, de façon totalement impromptue, mais elle me suit toujours. Elle a une personne, c'est vrai, elle a une présence qui est très forte et c'est difficile de s'en détacher. Vous avez raison. Est-ce que vous avez un point commun avec elle? Moi, je sais pas. Je me suis beaucoup posé la question. Entre Clélia. Entre, entre Clélia. Alors, entre Clélia et Clélia, parce que moi, j'ai aussi la Stendhalienne beaucoup en tête. Vous savez, dans la Chartreuse de Parme, c'est la fille du geôlier, la fille du gardien de la prison, dans laquelle Fabrice est enfermé. Et donc, c'est une histoire de regard. Elle tombe amoureuse enfin, l'un et l'autre tombent amoureux en se regardant à travers les barreaux, tout ça extrêmement romantique. Et Clélia, voilà, c'est peut-être éventuellement le regard sur le monde, sur l'amour, euh, et sur l'art, puisque tout passe par l'art pour moi, donc. Alors, il y avait beaucoup de questions sur combien de temps pour les recherches avant d'écrire ce roman. Ah oui, c'est long ça. Ça, c'est long et c'est un bon moment. J'aime bien. Donc ça dure une année. Globalement, c'est 1 an pour faire les recherches et 1 an pour écrire. Parce que c'est pas 1 an pour écrire vraiment, mais il y a une première version qui est plus ou moins rapide, disons en quelques mois, mais ensuite il y a beaucoup de relecture. Et donc pour les recherches, bah oui, c'est ça. Heureusement, j'ai toujours un axe. Mm. Mais sinon, je me perdrais. Et là, il était très précis, mon acte. C'était trouver quelque chose sur la Farnèse, le XVIe siècle, les papes, c'est plusieurs familles. Et, et donc, d'abord, je lis toutes les sources écrites que je peux trouver. Et ensuite, ça devient de plus en plus précis, mes questions. Et c'est là que je commence à embêter le Palais Farnèse, le Vatican, etc., avec mes précisions, que je me rends sur place, voilà, jusqu'à ce que, bon, j'ai des zones d'ombre qu'évidemment je ne peux pas
je pourrais pas combler, et tant pis, il faut faire avec. Et, et là, il y a un moment que je trouve toujours assez difficile aussi, c'est le moment où, honnêtement, historiquement, je suis enfin, bien calé sur mon sujet. Avec mon axe et sur ma période, j'ai une connaissance globale et pas mal, et assez bonne. Et pour écrire un roman, faut oublier tout ça. Et puis, puis il faut faire vivre les personnages. Donc ça, c'est un moment toujours un peu complexe. Parce que moi, je suis assez organisé. J'ai fait enfin, peut-être mes études qui m'ont appris à faire comme ça. Donc j'ai besoin de faire mes recherches, puis de faire mes fiches, au milieu de faire mon plan pour pouvoir faire rentrer mes fiches. Si vous voulez, je vous explique plus, hein, si ça vous fait rigoler. Moi, ça me fait rigoler aussi. Faire rentrer mes fiches dans mon plan, que tout ça soit bien balisé pour qu'ensuite je puisse être libre. Donc ça aussi, c'est un point commun avec Clélia et avec l'autre Clélia qui est en prison. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on s'enferme dans un carcan très serré, et c'est là que la liberté peut intervenir, pour moi en tout cas, pour Clélia et l'instantanéenne aussi. Et vous écrivez dans le silence ou vous avez besoin de bruit, vous, pour Ah, ça écrire? dépend. Ça, c'est indifférent. Je peux écrire dans les... Enfin, la plupart du temps, je suis dans mon bureau. Et puis ça dépend des livres en plus. Pour la Fabrique des souvenirs, le précédent, j'avais plein, c'était génial à écrire parce qu'il y avait plein d'époques différentes. On sautait d'époque à une autre. Donc j'alternais entre le rock à fond la caisse et des musiques plus classiques quand elle jouait du violoncelle, etc. Donc ça c'était très très amusant. Ou des musiques comme ça finit dans le festival américain là, à Coachella. Enfin bon bref, je m'amusais bien question musique. Là pour le pavillon des oiseaux, je crois que oui, c'était moins important pour ce livre-là. Ça dépend un peu des livres. Mais si je l'écoute très fort. Très fort. Ouais, ça m'étonne pas. Ça donne du rythme un peu. Ben oui, oui, c'est ça, c'est très Aux musical. phrases. En tout cas, vous avez une écriture qui est très fluide, très agréable, qui est précise, qui est délicate. Moi, j'avais l'impression que vous nous aviez pris par la main en disant, venez, je vous amène de l'autre côté de la page. Et on s'est retrouvés dans ce pavillon des oiseaux, alors qu'on n'y est jamais allé, mais on a l'impression de l'avoir vu, en fait. C'est tellement précis, c'est au scalpel que... Voilà. Et puis, c'est vivant. C'est tellement vivant. Et puis, alors, ce portrait de femme qui est là, qui est quand même... qui est somptueux, quoi. Je veux dire, avec ce destin tragique, mais ça explose. Et c'est tellement moderne et tellement vivant que c'est génial. Voilà, c'est dit. En tout cas, donc, si vous voulez avoir la même perception que la mienne, parce que je pense que tous les lecteurs, ça transpire. Voilà, c'est ça qui transpire de votre livre. Allez en librairie chercher Le Pavillon des oiseaux. Vous êtes une lectrice, comme tous les auteurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture, Clélia? Oui, ah bah ça, volontiers. J'adore. Oui, oui, je lis. Je lis. J'aime bien lire et les romans contemporains. Euh, et là, moi, j'arrive pas à me sortir du Dave Eggers. Alors, je sais pas si vous connaissez Dave Eggers, c'est un auteur, c'est un journaliste américain qui est mais, génialissime. Il est publié chez Gallimard, donc en littérature étrangère. Là, il vient de publier un livre qui s'appelle Le Tout. Alors, c'est la suite d'un livre qui s'appelait Le Cercle. Il l'avait publié il y a 10 ans. Et Le Cercle, c'était sur Google. Ça avait été adapté avec Tom Hanks au cinéma. Et là, il fait le tout. Et il imagine que Google, Facebook et Amazon aient tous fusionné. Et donc, et ce qui est merveilleux, c'est que pendant ces 400 pages où il invente plein de trucs marrants, on comprend que c'est pour notre bien. Tout est fait pour notre bien. Ça m'angoisse. C'est très bien fait. Mais de lui, je recommande aussi un livre qui s'appelle Le Moine de Mocha. Ouais. Ça se passe sur la côte ouest des États-Unis avec l'immigration yéménite. On hallucine, il nous apprend, il est renseigné ce type, c'est génial, mais c'est pourtant tout se passe aujourd'hui. L'immigration yéménite en Californie et l'importation de café. Franchement, ça donne pas envie, dit comme ça, et je vous jure, c'est géant. Alors, Clélia, il y a une question qui vient d'arriver là sur le fil. C'est Nathalie qui la pose, qui demande quelle part tient l'interprétation au niveau des zones d'ombre. Oui, bah alors ça, c'est toujours, vous vous doutez, maintenant que on, on s'est parlé, que, que ça me perturbe, les zones d'ombre. Mais en même temps, c'est là que, ben oui, non, mais là, je suis bien obligé d'inventer. Je suis confuse, je dois l'admettre. Je suis bien obligé d'inventer La création. et de rigoler, hein, parce que quand même, ça m'angoisse complètement. Et en même temps, c'est aussi des moments où je m'amuse beaucoup. Parce que
j'ai l'impression de réussir à donner vie au personnage même quand je sais bien ce qu'ils doivent faire. Mais bon, bah là, je suis sans filet, quoi. Donc, j'ai l'impression d'être un funambule. Les gens, certains romanciers ne font que ça, donc s'ils m'écoutent, ils doivent se dire, mais la pauvre. Mais j'ai l'impression d'être un funambule quand je suis dans les zones d'ombre. Mais pourtant, ça m'amuse d'essayer d'inventer. Alors moi, mon conseil de lecture, c'est Le Pavillon des oiseaux, le Merci. portrait incandescent d'une femme forte qui est prise au piège d'un monde où le pouvoir est une affaire d'homme, où l'art est à la fois un ornement et une arme, et la grandeur côtoie la décadence. Je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est somptueux, c'est une fresque génialissime, donc c'est au livre de poche. Voilà, il est sorti hier, j'évite le refrain. Allez lire les autres. La Fabrique des souvenirs, moi j'avais adoré, c'est par là que je vous ai connu. Maintenant j'ai envie d'aller lire le premier. Donc je vais aller en librairie, moi aussi, parce que ça m'arrive d'aller dans une librairie, acheter. Donc ils sont tous les trois au livre de poche. Donc les voilà. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup, Clélia, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Merci, Nathalie. C'était un bonheur. Je resterai des heures à vous écouter. Mais ben, on reviendra pour Rodin peut-être. On viendra voir ce qui se passe. Mais bon, j'ai l'impression que là, il vous donne du fil à retordre. Donc on va vous laisser travailler. En tout cas, merci beaucoup. Belle vie au pavillon des oiseaux en format poche. Ça, c'est important. Et puis, Oui. avec cette belle couverture. Et puis, Merci à toutes les questions des lecteurs. Merci Nathalie. C'était un bonheur de parler avec vous et de reparler de ce pavillon des oiseaux et de Clélia Farnèse qui m'avait manqué depuis la eh oui, sortie. mais on n'oublie pas, vous voyez, même un an et demi après, je pense qu'elle est bien présente. Donc, il y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, nous, on va faire une petite pause hivernale, comme les scolaires. On va prendre un peu de recul, de vacances, et puis on reviendra en mars avec plein de rencontres. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vais vous mettre un petit générique.